Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous voir si nombreux aujourd'hui au Muséum d'Histoire naturelle pour cette conférence de lancement du bicentenaire du géologue Jules Marcou. Je m'appelle Sylvie Morel, je suis la directrice de l'établissement public de coopération culturelle Terre de Louis Pasteur. C'est un établissement qui a été créé en 2013 pour fédérer les énergies de plusieurs collectivités territoriales, le département du Jura, mais aussi les villes de Dole, les villes d'Arbois, leur communauté de communes et d'agglomération, la communauté de communes Cœur du Jura et le Grand Dole, et puis bien sûr l'Académie des sciences qui nous apporte aussi la caution scientifique à toutes nos actions. Nous avons travaillé en 2022 sur le bicentenaire de Louis Pasteur. Et c'est vrai qu'on s'était plu en 2022 à imaginer Louis Pasteur, non pas dans la stature du commandeur à laquelle on est quand même très habitué, mais plutôt un pasteur jeune, un jeune chercheur de 20 ans qui découvrait la science et qui imaginait des pistes de recherche différentes. Et en travaillant sur ce pasteur jeune, nous sommes tombés bien sûr sur Jules Marcou, son ami de toujours, son ami de Salins-les-Bains. Et bien sûr, on a eu envie, cette année, pour 2024, pour cette année de bicentenaire de la naissance de Marcou, de faire un moment, des moments, pour évoquer cette amitié avec Marcou et pour évoquer aussi le parcours de ce scientifique. Vous verrez qu'on a encore beaucoup de choses à trouver, je crois, sur ce personnage. Alors bien sûr, toutes ces manifestations ne pourraient pas avoir lieu sans différents soutiens. Bien sûr, je vous ai cité les collectivités qui nous soutiennent, mais je dois rendre hommage aussi à la région Bourgogne-Franche-Comté, dont je dois excuser l'absence de la présidente, Madame Dufay, qui est représentée par Madame Lucchesi, ici présente. Cette région Bourgogne-Franche-Comté qui fait beaucoup pour soutenir la culture scientifique et technique et qui est derrière nous pour tous les événements que nous ferons autour de Marcou. Dans votre petit dossier d'accueil, vous avez évidemment, vous retrouverez les principales manifestations que nous ferons dans le Jura pendant toute l'année 2024. Je dois aussi vous présenter les excuses de M. Clément Pernaut, le président du département du Jura, qui aurait beaucoup aimé être présent avec vous aujourd'hui, mais qui malheureusement était retenu par d'autres obligations, mais qui est représenté par M. Jean-Baptiste Gagnou, qui est non seulement vice-président au département du Jura, mais qui est aussi le président de l'établissement public que je dirige. Alors, je ne vais pas vous saouler plus longtemps, donc je propose à Madame Lefebvre de prendre la parole. C'est la directrice générale des collections du Muséum d'Histoire naturelle que je remercie évidemment de son bon accueil ici à Paris. Merci Madame. Bonjour à toutes et toutes, je suis donc Christine Lefebvre, je suis la directrice adjointe de la Direction générale déléguée aux collections et la directrice des collections naturalistes. Alors, ça me donne l'occasion de vous dire un petit mot sur la richesse des collections du muséum, des collections animales, végétales, minérales, mais aussi des collections documentaires, des collections archivistiques et artistiques. Au total, ça fait environ 67 millions de collections naturalistes et 3 millions de collections documentaires. Alors, moi, j'ai une formation d'archéozoologue, donc un peu de zoologie et un petit peu de sciences de la Terre, mais très clairement, quand j'ai pris ces fonctions de directrice des collections naturalistes, j'ai adoré le fait d'avoir la possibilité de découvrir la diversité et la richesse de nos collections. Donc, des collections animales en squelette, en spécimens montés, en spécimens en bocaux, des collections végétales en herbiers, en graines, sous toutes leurs formes, des collections vivantes également, et puis des collections minérales qui sont celles que je connais le moins bien. Mais depuis quelque temps, grâce à un duo particulièrement dynamique, nous avons l'occasion de découvrir comme ça un certain nombre de personnages qui ont joué un rôle important dans ces sciences de la Terre, dans géologie, minéralogie. Alors,
Vous ouvrez donc une année Jules Marcou. Moi, ce qui me frappe à chaque fois que l'on se penche sur une portion de nos collections, c'est la richesse des acteurs qui ont permis l'enrichissement des collections dans notre établissement. Jules Marcou en est un exemple. Vous allez avoir aujourd'hui un certain nombre d'informations sur sa vie et son parcours. Ils sont très nombreux, les personnes, personnalités, personnages qui ont comme ça enrichi nos collections et qui ont tous des histoires à raconter. Il y en a certains dans la salle qui sont aussi des gens qui ont très fortement contribué à l'enrichissement des collections. Il y a la jeune génération et je suis très contente de voir l'amphi bien rempli. Et je laisse sans plus tarder la parole aux présentateurs pour en apprendre davantage sur Jules Marcou. Merci Madame. Je vais demander à Monsieur Jean-Baptiste Gagnoux de venir prendre la parole. Monsieur Gagnoux est donc le président de l'établissement public de coopération culturelle Terre de Louis Pasteur. Bien, merci de me donner la parole quelques instants. Je voudrais d'abord remercier Madame Lefebvre pour son accueil ici au sein du muséum et au nom de l'EPCC Terre de Louis Pasteur, eh bien, remercier tous les acteurs qui ont permis de faire ce lancement du bicentenaire de Jules Marcou ici à Paris au sein du muséum. Je voudrais saluer aussi Monsieur Taquet qui est présent avec nous et puis Monsieur Sanjoffre que j'ai vu tout à l'heure qui est ici et pour leur implication bien sûr dans cet après-midi. Saluer le maire de Salins-les-Bains, la commune bien sûr de naissance de Jules Marcou, qui dira quelques mots dans un instant, Michel Sètre, et puis même la représentante du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc effectivement, je suis président de cet établissement public de coopération culturelle que dirige Sylvie Morel, Terre de Louis Pasteur. Terre de Louis Pasteur parce que, évidemment, Louis Pasteur est né à Dole, donc il y a un peu plus de 200 ans maintenant, puisqu'on vient de terminer le cycle du bicentenaire aussi de ce très grand scientifique qui est Louis Pasteur, né à Dole, qui a vécu et qui a travaillé aussi, bien sûr, à Arbois, donc deux territoires jurassiens qui sont inspirés de Louis Pasteur. Et aux côtés de ce grand scientifique qui était Louis Pasteur, mondialement connu, eh bien, on redécouvre eh bien, le travail, la trace de Jules Marcou. Et en tant que vice-président aussi du département, je dois dire que c'est un peu une découverte de pouvoir remettre au goût du jour l'œuvre de Jules Marcou, qui est évidemment moins connu que Louis Pasteur, mais qui a une influence très forte, évidemment, dans le domaine qu'est le sien, autour de la géologie, et que les Jurassiennes et les Jurassiens sont en train de redécouvrir, parce que je crois que l'occasion qui est donnée par ce bicentenaire, c'est aussi de pouvoir eh bien, extraire de nos archives tout un ensemble de travaux qui ne sont pas forcément toujours connus, y compris par le grand public jurassien. Donc c'est une occasion majeure que ce bicentenaire de Marcou de pouvoir comprendre eh bien, la trace qu'il a laissée dans la géologie. Et puis bien sûr, ce qui était aussi important de souligner, et c'est là que le rôle de l'EPCC Pasteur eh bien, prend tout son sens, c'est bien sûr l'influence et cette amitié, ces rapports entre Louis Pasteur et Jules Marcou, distants de quelques kilomètres au sein du territoire entre Arbois et Salins. Et cette influence, aujourd'hui, on la redécouvre, on la comprend, l'influence de Jules Marcou sur Louis Pasteur et celle de Louis Pasteur par rapport à Jules Marcou. Et je crois que l'occasion du bicentenaire de Pasteur il y a 2 ans et du bicentenaire de Jules Marcou donc cette année nous permet de bien comprendre aussi par leur amitié, par leur compagnonnage, par leur vie notamment ici à Paris, et bien comment l'un a influencé l'autre et inversement autour de la question scientifique parce qu'il s'agit de 2 grands scientifiques. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en vous remerciant pour l'ensemble de votre accueil ici au muséum et puis vous souhaiter eh bien, de bons travaux cet après-midi. Voilà, merci à vous. Merci monsieur. Maintenant, je vais céder la place à monsieur Philippe Taquet, ancien président du muséum et de l'Académie des sciences et président actuel du COFRI Géo. Donc, tout à fait, j'avais le fait.
Surtout, je me souviens très bien d'une très belle visite que j'avais faite avec vous, monsieur Takei, il y a quasiment 20 ans, à la maison d'archives. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir, messieurs les présidents, mesdames les présidentes, messieurs les maires, monsieur le vice-président de la Cité géologique de France, dont je suis membre depuis plus de 30 ans, et puis, chers amis, et puis à toutes les étudiants, futurs naturalistes. Ça me fait plaisir de voir des jeunes ici à ce théâtre. Vous êtes ici d'ailleurs dans un lieu historique. L'amphithéâtre de paléontologie date de 1898. On a un peu la lumière en plein les yeux. Bon. Et c'est Fernand Cormon, peintre, qu'on dirait peintre pompier aujourd'hui, qui était du temps des impressionnistes, mais qui a été chargé par l'État de réaliser des fresques, et ces fresques classées monuments historiques, sont à la gloire de la préhistoire, avec la chasse, la pêche, sur le plafond, une envolée de tous les peuples primitifs de l'époque. Et le lieu ici est un lieu prestigieux puisqu'il a accueilli des générations de scientifiques, de savants, français, étrangers, les plus grands. Stéphane Jay Gauche est venu ici pour faire cette conférence. Avec ici aussi les cours, tous les cours de paléontologie se passaient dans cet amphithéâtre. J'ai suivi les cours ici, moi-même, il y a quelques années, il y a beaucoup d'années. Et puis c'est aussi l'endroit où les étudiants, ensuite, viennent soutenir leur thèse de doctorat d'État. Donc c'est un lieu chargé pour moi d'émotion, c'est un pèlerinage que je fais aujourd'hui. Donc cet amphi est magnifique et on n'y touche pas, il est dans son jus. Et c'est le charme du muséum d'avoir beaucoup de lieux comme ça historiques. Il y en a énormément. Jules Marcoux, comme on l'a dit, et comme l'a souligné Michel Durand-Delia, qui a été mon professeur à la Sorbonne à l'époque, et qui est un très bon biographe de Jules Marcoux, il a été le précurseur français de la géologie américaine, ce qui n'est pas rien. Une des manières essentielles de figurer la géologie de notre planète consiste à distinguer cartographiquement les terrains qui affleurent à sa surface. Les premières tentatives eurent lieu au XVIIIe siècle, mais c'est à l'aube du XIXe siècle qu'ont été réalisées les deux premières cartes géologiques historiques. La première, ce sont deux Français, Georges Cuvier, qui vient de Montpellier, évidemment, et je vais très souvent, puisque je suis le biographe de Georges Cuvier, et on a encore eu un colloque l'année dernière consacré à Cuvier, avec Alexandre Brognard, son ami géologue, qui a été ensuite directeur de la manufacture de sel, de porcelaine. Tous les deux ont dressé la carte géognostique, on disait à l'époque, minéralogique, du bassin de Paris, en relevant toutes les formations, en les mettant en couleur et en faisant la succession des terrains dans le temps avec les fossiles qu'on trouvait dans chacune de ces couches. C'est un événement historique, mondial, la première carte géologique du monde. Mais dans le même temps, les Anglais réalisaient avec un homme qui s'appelait William Smith, qui était ingénieur, et qui relevait aussi les couches de terrain en Angleterre pour chercher du charbon, pour voir la succession des couches, et permettre de les trouver plus facilement, réalisait lui aussi une carte en couleur de la Grande-Bretagne. L'histoire a fait qu'il n'avait pas beaucoup de fonds et qu'il a mis beaucoup de temps à éditer, publier sa carte après Cuvier. Et donc il y a un conflit éternel entre les Anglais et les Français depuis cette date pour prétendre qui a été l'auteur de la première carte géologique du monde. Les Français disent ce sont les Français et les Anglais disent ce sont les Anglais, évidemment. Mais ces documents sont mémorables et magnifiques. Et c'est ensuite à deux géologues de talent que revient l'honneur d'avoir ensuite publié les premières cartes géologiques du globe. Celle du franco-autrichien Ami Boué en 1843 et celle du français Jules Marcoux en 1861. Comme vous le savez bien sûr, et qu'on a dit, Jules Marcoux a débuté ses travaux avec l'étude de la géologie du Jura avant d'être envoyé comme voyageur naturaliste du muséum, qui était à l'époque un brevet qu'on avait et qu'on pouvait partir dans le monde entier au titre du muséum. Le premier titulaire de cette chaire était Alcide d'Orbigny, élève de Cuvier, est allé en Patagonie au titre de voyageur naturaliste du muséum. Et Marcoux a réalisé en 1853 la première carte géologique de ce pays après une traversée héroïque, comme le montre ce plan, d'est en ouest de l'Arkansas jusqu'à la Californie. Vous allez entendre cet après-midi de nombreuses informations sur la vie et l'œuvre de Marcoux. C'est pourquoi le géologue, le paléontologue, l'historien de la géologie que je suis voudrait vous livrer quelques remarques personnelles sur ce scientifique
hors du commun. Il y a en effet plusieurs façons de faire de la géologie. On peut être géologue sédentaire dans un laboratoire, étudiant les minéraux, les roches, les fossiles, mais on peut aussi, et c'est surtout, je crois, le charme du métier, surtout être géologue de terrain. Comme le souligne si bien le proverbe des Touaregs que j'ai fréquenté quand j'ai fait ma thèse en 1965 dans le désert du Ténéré. Ces grands nomades du Sahara ont un proverbe qui dit « poussière aux pieds vaut mieux que poussière au derrière ». Voilà les proverbes africains qui résument assez bien ce que doit être le géologue nomade. Ensuite, il sera sédentaire, et un autre proverbe africain qui dit une très belle chose du sédentaire, des cultivateurs à Ossa, c'est avec l'eau du corps qu'on tire celle du puits. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut transpirer pour bénéficier des résultats du nomadisme. Eh bien, Marcou a été un grand nomade, et c'est ça que je voulais dire, séduit par l'immensité des espaces nord-américains et par l'ampleur des formations géologiques qui se sont déposées sur des centaines de kilomètres. Marcou fut enthousiasmé par les grès triasiques de l'Arizona et du Colorado, par les massifs gréseux de Monument Valley, par les arbres silicifiés de la forêt pétrifiée, et il fut émerveillé par la beauté des Blue Mountains dans les Appalaches, dans l'est des États-Unis, là où il a eu l'occasion d'étudier une formation qu'il a nommée le taconique, qui a été très discutée en son temps. Je vous encourage, puisqu'il y a des jeunes futurs naturalistes, peut-être futurs géologues, je vous encourage vivement d'aller sur les traces de Marcou pour éprouver les mêmes sensations que lui, ou que j'ai éprouvé moi aussi. J'ai visité personnellement tous ces lieux grandioses, et tous les musées américains, bien sûr, il y avait des dinosaures, puisque c'est ma spécialité. Et j'ai parcouru à pied les 350 km du John Muir Trail, qui va de Mont Whitney au Yosemite, dans les Rocheuses. Paysage extraordinaire, dans une nature complètement sauvage, où les biches sont sur les sentiers et vous regardent, ils n'ont pas peur des humains. C'est une découverte absolument formidable. J'ai fait ça avec mon fils qui avait 15 ans. Pendant 19 jours, nous étions en pleine nature, avec rien à manger, si ce n'est des aliments lyophilisés dans le sac à dos. Et puis j'ai marché dans les Appalaches, sur les traces de Marcou, ce qu'on appelle les Blue Mountains, sur une centaine de kilomètres. Et je puis vous affirmer que ces voyages dans le temps et dans l'espace sont des moments qui ne s'oublient pas. Le métier de géologue est sûrement un des plus beaux métiers du monde. Je vous parle d'expérience. Toute ma vie, j'ai été en grande vacances perpétuelles. Je n'ai pas fait de différence entre les vacances et le travail. C'était la même chose. Dans le désert du Ténéré, à récolter des dinosaures, c'était le travail, mais dans un pays grandiose. Et puis, rédiger, écrire, c'était du travail, mais c'était aussi des vacances. Et donc, c'est une chance formidable dans une vie de pouvoir se dire qu'on a traversé la vie tout le temps en grandes vacances. C'est pour ça que je vous encourage vivement à vous lancer dans les sciences de la nature. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire un mot concerne la personnalité et le caractère difficile de Marcou. Tout chercheur ambitionne d'être le premier à faire des découvertes, et à ce titre, Marcou se fit remarquer en damant le pion à ses collègues américains, avec sa publication de la première carte du continent d'Amérique du Nord, ainsi qu'avec la création de son système taconique. Il fut pour cela jalousé et critiqué par ses confrères, ce qui n'est pas surprenant. Comme me l'a souligné un jour André Wolf, lauréat du prix Nobel de médecine, prix qu'il partageait avec Jacques Monod et François Jacob, il m'a dit un jour dans un avion, on voyageait ensemble, vous savez, Philippe, le plus difficile dans la recherche, ce sont les résultats des autres. C'est une phrase très bien sentie et qui montre que les rivalités, les jalousies existent aussi dans le monde de la science. Et Marcou a souffert de cela, bien sûr. Il a eu des gens qui l'ont jalousé. Les grands progrès de la recherche sont souvent l'objet de querelles de priorité. Les progrès de la recherche sont assez souvent l'objet de querelles de priorité, de contestations, de réclamations. Georges Cuvier s'est disputé à l'Académie des sciences avec Étienne Geoffroy Saint-Hilaire à propos de l'unité de plan des organismes. Alfred Wegener fut violemment critiqué avec sa théorie de la dérive des continents. Plus près de nous, le géochimiste Claude Allais, vous connaissez sûrement le nom, entra en conflit avec le vulcanologue Arun Taziev à propos de l'éruption du volcan de la Soufrière. Les jalousies, les combats et les rivalités existent toujours dans la science, même dans la science d'aujourd'hui, bien entendu.
Jules Marcoux aggrava son cas en publiant un mémoire au vitriol sur la science française qui critiquait vertement le corps des mines, l'Académie des sciences et le Muséum national d'histoire naturelle. Il n'est donc pas étonnant qu'il était quelque peu oublié par la communauté des chercheurs français. Ce colloque permet, avec toutes les nuances nécessaires, de rendre justice à un grand géologue, à un chercheur entier et passionné qui a sa place dans la longue liste des spécialistes qui ont marqué les travaux sur l'histoire de notre planète. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier cette initiative importante de l'EPCC Pasteur, du Muséum d'histoire naturelle, de l'Année Schweig sur ce bicentenaire, l'organisation d'une commémoration autour de ce bicentenaire pour la mise en valeur d'un scientifique exceptionnel qui était non reconnu, mais qui était Jules Marcoux. Donc, merci pour cette initiative. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer le bicentenaire de la naissance de l'illustre Salinois qui était Jules Marcoux. Cet enfant du pays est né dans ce 19e siècle qui fut pour Salins un terreau de vie intellectuelle et d'esprit novateur. Il est né en 1824 dans un milieu relativement modeste puisque sa mère tient un petit commerce et son père est secrétaire à la mairie. Néanmoins, ses parents, conscients que l'école est la clé de la réussite, font tout pour lui donner la possibilité de faire des études. C'est ainsi qu'il intègre le collège de Salins-les-Bains rapidement, puis le collège royal de Besançon, où là, il fait la connaissance de Louis Pasteur et devient son ami. Les deux camarades restèrent liés par une profonde amitié et sincère toute leur vie. Marcoux, peu porté sur les études classiques, échoue au baccalauréat en 1842. Il tente vainement le concours d'entrée à Polytechnique sans y parvenir. À 20 ans, il se retrouve à Saint-Lé-les-Bains sans diplôme. Désœuvré, il accompagne le botaniste Garnier dans le Haut-Jura. De là débute sa passion pour la géologie. Un homme, le docteur Claude-Marie Germain, épris d'archéologie et de géologie, va canaliser sa soif de savoir et lui apprendre à faire des coupes géologiques et reconnaître des fossiles. C'est à partir de ce moment-là que commence véritablement la carrière de géologue de Jules Marcoux. L'intérêt généralisé de l'époque pour les sciences naturelles favorise les rencontres entre amateurs éclairés et hommes de science. Le docteur Germain présente Marcoux à Jules Thurman, géologue suisse, qui lui-même lui fait rencontrer Louis Agassiz, qui deviendra son mentor. En 1846, à seulement 22 ans, Marcoux quitte son Jura natal pour Paris. Le mémoire qu'il présente à la Société géologique de France est couronné de succès et publié. Sa réputation de géologue est reconnue par ses pairs. Tout s'enchaîne très vite. Jules Marcoux obtient un poste de naturaliste voyageur au musée d'histoire naturelle de Paris et à ce titre, à 24 ans, embarque en janvier 1848 pour une expédition aux USA en qualité de géologue pour le compte du Jardin des Plantes de Paris. Ce qui devait être un voyage d'études se transforme en long séjour, puis installation dans le Nouveau Monde, puisqu'il fonde une famille et réalise des travaux qui lui vaudront la reconnaissance du monde scientifique. Mais cette partie de sa vie sera présentée par des personnes beaucoup plus qualifiées que moi. Marcoux est cependant resté attaché à sa terre natale et particulièrement à notre ville, qui le fera revenir plusieurs fois dans le Jura pour des séjours plus ou moins longs, dont un de 11 ans entre 1864 et 1875, à une époque où on ne traversait pas l'Atlantique en 7 heures de vol, mais en plusieurs semaines de bateau. Lors de ces étapes salinoises, Marcoux avait le besoin de se ressourcer, de se retrouver avec ses amis. Pasteur, bien sûr, le premier de ses amis avec qui il entretenait une correspondance régulière et qu'il avait plaisir à revoir lors de ses séjours. Ils étaient si semblables dans des disciplines différentes, mais avec la même approche, le même caractère frondeur et affirmé qui caractérise l'esprit franc-comtois.
C'est sans doute le même besoin de partager un idéal commun, la terre et la roche du pays, qui le fit se rapprocher entre autres de Gustave Courbet, Oronon n'est qu'à quelques kilomètres de Salins-les-Bains, et de Max Claudet, salinois céramiste de talent. En 1927, la municipalité, en remerciement de la fidélité de Jules Marcoux à sa ville de naissance, a tenu à ériger un buste à sa mémoire. Il rejoint ainsi dans le parc des Cordeliers Victor Considérant, autre salinois, parti à la conquête du Nouveau Monde, mais avec moins de réussite. En 2021, le conseil municipal de Salins décide de restaurer ce buste qui était oublié. Ce buste, qui se trouvait alors caché dans un coin du parc, et de le déplacer. Le buste de Marcoux trône aujourd'hui en plein centre-ville, le long d'une allée qui porte son nom, montrant ainsi toute la reconnaissance de la population salitoise pour cet homme illustre qui a parcouru le monde sans jamais oublier sa cité jurassienne. Je vous remercie. Il n'est pas là, alors Voilà. je vais Donc, excuser Pierre, le président de la Société géologique de France. Moi, je suis vice-président, donc je l'excuse déjà de ne pouvoir être présent. On est très heureux à la Société géologique de France de participer à tous ces événements qui sont derrière maintenant sur l'affiche qui est derrière. Il y a eu une première journée le 13 mars dernier à la Société géologique de France sur Jules Marcoux. Et je vais pas prendre beaucoup de temps, je vais juste vous dire qu'il y a deux événements futurs. Le CA de la Société géologique de France, le prochain CA se passera à Salins-les-Bains en hommage à Jules Marcoux. Et on a une exposition en fond-âme faite essentiellement par Solent, qui a grandement participé à cette exposition à la Société géologique de France. On vous invite à venir voir cette exposition. Voilà, je vous remercie. Bien, je vais céder cette fois la parole à Daniel Rechbach. Daniel Rechbach est professeur émérite à l'Université de Bourgogne et je dois vraiment le remercier car vraiment c'est mon aide de camp dans ce programme universitaire. Il a une âme de chercheur infatigable et il en découvre tous les jours. Oui, merci. Sauf que c'était un petit peu compliqué de travailler tout seul sur Jules Marcoux. Plus on avançait dans la découverte de Jules Marcoux, non seulement dans ses relations avec Louis Pasteur quand il était jeune, parce que c'était des copains vraiment très forts, il faisait aussi les 400 coups. On a des écrits du père de Marcoux qui reproche à son fils de partir en goguette le 1er mai. Et Pasteur faisait partie des gens qui buvaient un peu trop de bière, dit le père Marcoux. Mais c'était de plus en plus difficile d'être seul face à cette mosaïque extraordinaire qu'était Jules Marcoux. Et il y a beaucoup de chercheurs qui sont intégrés dans le groupe, qui ont pris le bateau en marche, si je puis dire, et qui maintenant nous apportent énormément de renseignements incroyables sur Marcoux. Les premiers qu'on va entendre, on va entendre 9 chercheurs d'origines différentes qui vont évoquer la personnalité de Marcoux. Et les premiers, ce sont Mary Sears et Jim Hanken. Alors, Mary Sears est la directrice de la bibliothèque de la Museum of Comparative Zoology de l'Université de Harvard. Et Jim Hanken est professeur de biologie à l'Université de Harvard, ancien directeur du MCZ, du Museum of Comparative Zoology. Vous allez voir le lien entre Mary, Jim et Jules Marcoux. Alors, quand Jules Marcoux s'est installé aux États-Unis, en 1848, puis surtout à partir de 1850, il a travaillé avec le Suisse Louis Agassiz, qui était déjà installé à Harvard, et tous les deux ont créé à la fois la bibliothèque dont Marie est la directrice et le musée de comparative zoologie dont Jim était l'ancien directeur. Thank you very much, Mary and Jim. They will talk in English, but they are very kind for us because they speak a very nice English for foreigners. They are used to foreign people, and they thank you very much for being with us online and for responding to all our requests, because we ask them a lot of work, and they always say, okay, Daniel, I'm looking for you, I'm looking for your colleagues. And the floor is yours for 20 minutes. Thank you very much, Mary, and thank you very much, Jim. Marcoux était un passager régulier des Boston-Liverpool. Il prenait le bateau, il prenait le steamboat, comme Jules Verne d'ailleurs. Jules Verne a écrit un livre, je ne sais pas si vous savez, mais le steamboat, sur les bateaux à vapeur. Et Marcoux et Jules Verne se sont rencontrés aussi. Tous les deux en 1867, lors d'un séjour de Marcoux à Paris, étaient membres de la Société de géographie de Paris, élu à une commission, la commission des voyages. Does it work okay? Yes.
Okay. Donc le bouche est pris. We can see slide 1. Ah, beautiful. Bonjour et merci. Good morning, everyone. So we will be speaking about, of course, Jules Marcou in the New World. And first I will introduce Louis Agassiz, who you've already heard, was introduced to Marcou in France, but he came to the US 2 years in advance of Marcou. And he's important to us because, of course, he founded our museum, the Museum of Comparative Zoology. Now, Jules Marcou in the United States had 3 major expeditions. He had many other collecting trips, but these are the most notable. The first one, shortly after arriving in 1848, he joined the expedition to Lake Superior and the Niagara Falls, along the border with the United States and Canada, and he was with Louis Agassiz. The second, the Pacific Railroad Survey from the Mississippi River to the Pacific Ocean. And the last of the major expeditions was in 1875, another United States government survey, the geological explorations west of the 100th meridian in Southern California. So the first one, it was the first scientific exploration of Lake Superior and the Niagara Falls region. And again, shortly after Marcou arrived in the United States, he joined the party on this expedition. And the red sash that you've seen in the photos in your room, this was from that expedition that Marcou brought back. And of course, a few years after the expedition, the artwork is coming up. We have Frederick Church's beautiful painting of Niagara Falls. And 100,000 people viewed this painting in New York City within the first 2 weeks of its exhibition. Very popular painting, a very popular site, and it continues to be. So after this first expedition in 1853, Marcou publishes his first geological map of the United States. So you can see the colors for the geology, and the shape of the United States is not what we're used to. It is not as complete, the detail is not there, but it is a landmark nonetheless for our country at that moment in time. Maybe if I can just add, the map, as Mary had said, is very distorted, and Lake Superior, which is over here, is way, way west. Marcou made this map of the United States, even though he had not gone past here. So he was a very ambitious man in his confidence and his judgment of places that he had not yet seen. So the next large expedition is, of course, the Pacific Railroad Survey. In the meantime, between the first expedition and this one, he had married Jane Belknap. He'd gone back to France, he'd come back to Boston, published that map, and he's selected to go with this government survey from the Mississippi River all the way out to California. It took 9 months and was almost 3,000 kilometers. They launched in boats on the Mississippi at Fort Smith, Arkansas in July of 1853. And we know a lot of this from large volumes of reports, which we have in the library. All of these illustrations are from the same volume of reports from the expedition. And I'll just point out, you'll notice in the lower left corner, there's a map of the United States where sensitive effect, many of you are not all that familiar with where the geographic points in the US. So you'll see there's an arrow pointing to Fort Smith, Arkansas. So that's, you get an idea where the expedition began. So we start with the geology, the Pyramid Mountain in New Mexico, where Marcou sees the stratigraphy and he makes the connection between the Jura Mountains and the layers of the earth and the Rocky Mountains. Unfortunately, he misidentified fossils as belonging to the same species, but indeed there were similar fossils
found in the similar layers of the earth as in the Jura Mountains. And just the striking scenery is part of this story of this expedition because it was unknown to many of the people in eastern United States or indeed in the world. So they were real pioneers in discovering these formations and people, the landscapes that they're exploring. And there is the genus of clam or oyster that Marcoux was so interested in, Graphia, he had studied Graphia in the Jura Mountains, and here he came to the Pyramid Mountain in New Mexico, and what did he find but more shells of Graphia? And as Mary said, he identified them as the same species, and he used that as evidence to equate the geological formations in the Rocky Mountains and the Jura. It turns out that not all geologists agreed with him at the time, and they don't as well today. So he was misled by his misidentification of this particular species of snail, but it still was of oyster, but it still is a very important contribution. So here we have some of the local color of the campfire along the range in Arizona, what it was like to be on this expedition. It's very humble. They're going on horses and on foot and gathered around the campfire. The rock formations are stunning up there, very different from the eastern United States. So it was a marvelous thing to them. And of course, they were encountering the native peoples in the land they were covering. There's an entire section of these reports that are just about the people that the explorers encountered. Here we have the Navajo in Arizona. Now, there's an unfortunate subtext to all of this. Of course, this is by the second half of the 19th century, and very sadly, many of the native peoples and the tribes of the United States were being decimated, whether deliberately through theft or removing their lands or through disease. So even at this time, the native peoples who Marcoux was encountering were really very different than the ones that had been present 100 or 200 years earlier. But as Mary said, he was very fascinated by their culture and did manage to bring back various artifacts of the people at that time. And here we have Marcoux's report. And unfortunately, you can see that it's two columns, one in French, one in English. After the expedition was finished, Marcoux was in poor health and went first to the East Coast and then off to France. And he sent his notes for this report. It's not the full report, but Blake translated. We have on one side Marcoux's notes in French and then Blake's translation in the official reports. So, of course, Marcoux was not satisfied with the short report of the expedition. So, of course, when he was back in Europe, he was teaching in Zurich. He published a grand volume, The Geology of North America. And it has this wonderful, colorful map. After the second expedition, he knows much more about the United States. The world knows more about the United States, and this is a map that we can recognize. Yes, in fact, if you look, I think it's small for me here, but Lake Superior is over here on this map, whereas in the former map, it was way over here. So you can see our understanding of the geography and geology of North America has improved considerably over the 10 or 15 years since his earlier map. Yeah. He couldn't tell his whole story in the expedition reports, but he wrote a separate book about North America. And now we're back to our neighborhood, at Marcoux's legacy at Harvard, and also across the United States. Here we have our museum, about 1880, and we are in that section of the building right now. Marcoux, of course, was a good friend of Louis Agassiz, and in 1859 he assisted in founding and establishing the museum. In the early 1860s, he led our paleontology department, organized the fossils, and also organized our museum's natural history library.
Louis Agassiz and Marcoux were both very ambitious in their character, in their writing. We have our famous quote from Louis Agassiz: "His great object was to have a museum founded here in Cambridge, which will equal the great museums of the old world. We have a continent before us for exploration which has yet been only skimmed on the surface. My earnest desire is to put our universities on a footing with those of Europe, or even ahead of them." I can add an interesting anecdote to this. At this time, Louis Agassiz was corresponding with the head of the Smithsonian Institution, which was thinking of founding a natural history museum in Washington, D.C. And Agassiz was okay with this, but he encouraged them to configure the Natural History Museum in Washington, D.C. so that it would focus on the United States and leave the rest of the world to Agassiz and the Museum of Comparative Zoology. It didn't actually work out that way. Before immigrating to the USA, Agassiz had been a protege of Georges Cuvier and Alexander von Humboldt at the Muséum National d'Histoire Naturelle in Paris. We have a picture of the gallery. Now here's the reason why we're showing you this picture is this was a picture that I took during a visit to Paris many years ago, showing you what the paleontology and comparative anatomy gallery looked like at that time. And I gather that it had looked like that for a long time. This was the gallery that Agassiz was very familiar with when he worked in Paris. And now you can see a photograph of one of our galleries here in the Museum of Comparative Zoology, which looks stunningly similar in many respects to the Museum of Comparative Anatomy in Paris. So it's interesting that Agassiz was imprinted with the idea of galleries of natural histories based on his time in Paris, and basically attempted to recreate that same image in North America, particularly here at Harvard. So we have we've just seen the public exhibits, and now we're moving into the library. That we do credit Marcoux with the origin of the library. And this is the report from 1863 that Professor Marcoux has been engaged during the past year in arranging the books according to their subjects. And I want to call to your attention that the report was written by Alexander Agassiz, the son of Louis Agassiz. And the two of them, Jules and Alexander, did work together for the next few decades on the library and the museum, and they were also friends in the community. So here we have the historic museum on the left, as it is today, and the flowers are blooming today like they are in the photo. And now also a large modern building very nearby where the current museum specimens are kept. In the library, in the older part of the building, we've got our special collections where we have all of the older things and the archives, and we see here one of the original maps made by Marcoux, and of course our Daniel. Then this is, as you might imagine, Daniel visited here shortly after the COVID pandemic, or when it was still raging, and so it was mandatory that everyone wear masks. So that's Daniel standing next to me, looking at Marcoux artifacts that Mary has pulled out from special collections. And you'll see in the background these blue notebooks. We can go ahead. Yes. Yeah. Since Marcoux was our first librarian, this is our first catalog, which we named for him. And we still use them, of course. And I will go over to Jim. So one of the other benefits of our collections with respect to Marcoux is that he brought with him from France some fossils from the Jura region, and they still remain in our collection. And he also collected fossils here during his expeditions in North America. All told, we have about 300 specimens of Marcoux collected by Marcoux or donated by him. And in case anyone is interested in finding out more about them, all of them are listed or accessible. Information about all of them is accessible on our museum database. So you can find out more about them if you'd like.
Here is the famous Greffea fossil. Just admit. Yeah, I will do it. That's all. Ah, Okay. thank you, Pierre. And here we have a Greffea fossil that was collected in the Jura by Marcoux. And my screen is, hopefully you can see, there is Marcoux. I don't know if that is his actual signature, but it's simply surely his name. And this is the original tag from the 19th century. And both of them are collected, but all of these fossils are collected from Salins-les-Bains in the Jura Mountains. Now, what I just want to, in closing, we only have a few more images, is to follow up what Mary had said earlier, which is that there was more than just scientific discovery taking place in North America at the time Marcoux was here and participated in many expeditions. There was also tremendous interest among the artistic community, not only in North America, but by European trained artists who were fascinated by this exploration of what was to Europeans, of course, the New World. And landscape painters spent a lot of time not only painting these areas, but, well, of course, making their own treks to view them. So Mary already showed you Frederick Church's painting of Niagara Falls, which was made about 10 years after Jules Marcoux's party, I won't say had discovered it, but had certainly given it great notoriety. And here we have a very famous painting, The Valley of the Yosemite. This is in California, painted by Albert Bierstadt, also a European-trained artist. This was only a few years after Marcoux and his expedition had crossed the Rocky Mountains. So there's an interesting association between Marcoux and as a scientist and the artistic community, which followed many of his expeditions. Now let's. Can you see? We are on slide 23. We're on slide 23. Okay, for some reason I'm having trouble moving. Let's see. There we are. So now you can see Rochepouty. Of course, the association between Marcoux and landscape painters is actually even deeper than I've just described. He was a friend, as I understand it, of Gustave Courbet. And here is the very famous painting, La Rochepouty, showing a formation just outside of Salins-les-Bains. And I want to thank Daniel and the mayor of Salins, who arranged for my wife and myself to go on a visit to Rochepouty when I was in Salins 2 years ago. And in fact, we were right up here. And another very interesting aspect of this painting, of course, is that there is Jules Marcoux, who was a friend of Courbet, is actually featured inside the painting. So in closing, I think you may have already seen this picture. We still honor Jules Marcoux here. This is Mount Auburn Cemetery, which is a beautiful cemetery here in Cambridge, Massachusetts. In the United States, it is the first cemetery that was actually designed to capture landscape features and trees and bushes and so forth. It's really a wonderful place to take walks. And here is Jules Marcoux's grave site, which was decorated with an ammonite. And if you ever are able to visit us here in Cambridge, I would urge you to go and visit this. It's only a few minutes from the Harvard campus. We look forward to seeing the students visiting in October later this year. So thank you very much. That's our last slide, I believe. It is. Yeah, thank you very much for the opportunity to speak to you. Thank you, James. Thank you, Mary. Thank you for your help, and thank you for welcoming the girls. The girls are among the audience this afternoon, so I think they listen to you very carefully
they're happy to meet you in October. We know that we have a lot of work to do, and the next step is Jenny Belknap-Marcoux. We need to know a little bit more about Marcoux's wife. You know that she was beloved by her father-in-law and mother-in-law, so we must know a little bit more. And I need your help, Mary. Jim et Mary ont parlé du Niagara Falls. Il se trouve que Marcoux a revisité les chutes du Niagara 15 ans après sa première visite, et Solène, où elle est? Solène, tu es où? Solène est là. Solène, qui est responsable de la bibliothèque de la Société géologique de France, elle nous a sorti un article absolument extraordinaire où Marcoux décrit son retour sur les chutes du Niagara 15 ans après. Et voilà ce qu'il dit. Disons-le tout de suite, en 1865. Disons-le tout de suite, au point de vue pittoresque, ce laps de temps a été fatal au Niagara. Partout des maisons, des hôtels, des cafés, des magasins. On ne peut plus tourner la tête sans être assailli par une armée de guides, de voituriers. C'est Chamonix transporté en Amérique. Il n'y a que l'île de la Chèvre qui a été respectée et aussi quelques arbres au milieu des abrupts, là où il est impossible d'aller les couper pour en faire des barrières. Et il parlait déjà du surtourisme, alors ça nous impacte, nous, beaucoup dans le Jura, notamment à Arbois, avec les planches où on a des enduits. Alors comme vous avez pu le voir, Marcoux a laissé des petits cailloux un peu partout. Il a laissé une griffée de salin dans les archives d'Harvard, et évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé dans les archives du muséum une griffée des États-Unis. Donc, vous allez nous parler tous les deux. Alors, il y en a un qui est responsable des collections de paléontologie, l'autre de géologie. Paléontologie, c'est quoi? Géologie, c'est lui. À l'époque de Marcoux, on faisait tout. On faisait de la pétrographie et des fossiles. Là, maintenant, il faut qu'ils se mettent à deux pour comprendre tout ça. Donc, merci de nous expliquer tout ça. Je ne doute pas les labos dont ils font partie. On se met un petit peu mal avec son Oui, il y a tout un tas de logos, mais merci à tous. Merci de nous donner l'opportunité de montrer un petit peu. L'idée, c'est qu'on a vu dans cette première partie les collections qui sont à Harvard de Jules Marcoux. Et là, c'était en tant que responsable de collection. Alors là, c'est encore une autre casquette que l'on a, mais on est chercheur, géologue, paléontologue. Et quand on va sur le terrain, on fait un peu les deux tous, juste pour rassurer tout le monde. Mais on a fait un bref descriptif de ce qu'on a pu trouver dans les collections au Muséum national d'histoire naturelle, en allant regarder dans la base de données, en allant regarder dans les tiroirs, parce que tout n'est pas forcément inventorié ou informatisé. Et du coup, on va vous présenter ce petit PowerPoint en deux temps. Moi, je vais vous présenter les collections de l'ensemble Terre et Univers, qui est la collection de géologie. Et ensuite, Marie-Béatrice vous présentera la collection de paléontologie et ce qu'on a dans les collections de paléontologie. Alors, l'ensemble Terre et Univers contient 5 grandes collections. La collection de sédiments et de roches océaniques, de géologie générale, de roches endogènes, de minéralogie et de météorites. Donc on a été voir dans les 5 bases de données, et quand on regarde dans les 5 bases de données, une grosse partie du fonds Marcoux se trouve dans la collection de géologie générale. Alors quand on regarde en bas, voilà, un fichier Excel qui a été extrait par Caroline Noyes, qui répertorie un peu tout ce qui a été informatisé. On voit qu'il y a 1179 numéros d'inventaire portant le nom Marcoux, apporté par Marcoux. Donc ça donne une idée du nombre de numéros d'inventaire, mais ça ne donne pas une idée du nombre d'échantillons. Au final, c'est à peu près 3415 échantillons, on parle de plusieurs centaines de kilos de roches rapportés par Jules Marcoux. On verra à peu près d'où il vient. Et on en a trouvé aussi dans la collection de météorites, qui est la météorite d'Ornans. Daniel vous parlera peut-être, et qui est censé retourner à Salins-les-Bains, c'est ça? Quand le... Arbois. Le 11 juillet. 11 juillet. Parce qu'elle est tombée le 11 juillet 1868. Ça. Moi, je vais vous parler essentiellement de ce qu'on a vu en géologie générale. Pour ça, on a 2 fonds d'information. On a le tiroir lui-même avec les collections, les spécimens, les roches, mais on a aussi les catalogues historiques. Là, c'est un inventaire papier qui a été fait à la plume à l'époque et qui n'est pas forcément toujours en lien direct avec l'échantillon. Ce qui est intéressant, c'est que cet inventaire papier il a été entièrement numérisé et accessible en libre accès sur le site internet du muséum. C'est plus de 25 000 pages. Alors quand on regarde cet inventaire papier, on voit Marcoux dans plusieurs catalogues. Vous voyez le catalogue ici 11V, qui sont essentiellement, on peut voir les retours des expéditions de 1848, 49 et 50. C'est son expédition au lac supérieur avec Agassiz. Et là on a tout un tas, mais pas que. Avec ce catalogue, on a aussi en fin de catalogue une très belle carte qui a été fournie par Jules Marcoux ici, où on y décrit un petit peu les endroits où il a été. On a les échantillons de tous ces endroits. Alors on a plusieurs catalogues, il y a le catalogue 10A aussi, Jules Marcoux en 1847, où là on a des échantillons d'Allemagne,
quand il a été là-bas. On a des échantillons de 1856 qui a donné le catalogue 12E. Alors ça, c'est tout un tas de catalogues historiques qui contiennent des dizaines, voire des centaines de pages. Parce qu'on a 3000, encore une fois, plus de 3000 échantillons. Et c'est une vue qui est parcellaire au final. On n'a pas encore tout informatisé, tout inventorié. Donc au final, nous sommes censés avoir dans les collections les échantillons qui correspondent à ces catalogues. Et on a retrouvé essentiellement les échantillons du premier catalogue 11V. On est encore à la recherche des autres. Alors ils se trouvent où ces échantillons? Ils sont dans la galerie de géologie et de minéralogie, qui est la galerie qui est tout au fond là-bas, qui est un long bâtiment, vous voyez, 100 mètres de long au niveau de la nef centrale. On peut visiter la partie ici qui est sur votre droite, Trésor de la Terre, une collection de cristaux géants et de minéralogie principalement. Vous avez une nef centrale qui est vide, qui est interdite au public depuis un bon moment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en contrebas de cette nef centrale, on a les réserves historiques de géologie et de minéralogie. C'est la plus ancienne galerie du Muséum national d'histoire naturelle, en première pierre posée en 1833. On est en pleine période des grandes explorations. Ce qu'on veut, c'est cartographier géologiquement le monde. Et du coup, on envoie des explorateurs un peu partout et on ramène les échantillons au muséum. Alors, Jules Marcoux, alors je ne peux pas vous emmener dans les sous-marins, tous, mais par contre, je peux faire des vidéos et vous montrer ces réserves. Donc, vous voyez, là, on sort de la nef et puis on va rentrer dans une de ces réserves historiques. Alors, on va avancer un petit peu parce qu'elle est un petit peu longue, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans ces réserves et qu'on regarde les tiroirs en bois qui sont d'époque, et on peut voir la classification, le mode de classification des échantillons dans la galerie de géologie. Vous voyez ici, on voit Finlande, on va voir Norvège, on va voir Spitzberg. C'est une classification géographique, complètement en lien avec la période d'accumulation et de réception de tous ces échantillons, où l'idée, c'était à l'époque de cartographier géologiquement le monde. Alors, il y en a 4, des sous-marins comme ça, 3 sont réservés à la collection géographique. Et quand vous êtes au milieu de ce bâtiment, vous êtes dans un des seuls endroits au monde où vous avez les roches de toute la surface de la planète autour de vous. On parle de plus de 400 000 échantillons classés par pays. Alors, voilà un patchwork d'étiquettes que l'on peut avoir en voyage quand on va dans ces sous-marins. Je vais vous montrer un sous-marin qui vous intéresse plus particulièrement, qui est la réserve ici numéro 3, sous-marin 3, qui est le sous-marin des Amériques. On a tous les pays, le Chili, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay. Alors, on a beaucoup de pays qui n'existent plus, Cochinchine, et on a surtout, vous voyez, USA. Vous voyez, on a les échantillons de Marcoux. Alors là, je vais ouvrir le tiroir au hasard. C'était pas forcément celui que je voulais, celui-là, qui est un tiroir, vous voyez, où on voit tout de suite des roches, alors très élégantes, très colorées. Alors, ça c'est des roches qui proviennent des mines au niveau du lac supérieur de cuivre. Alors au niveau de ces échantillons, alors vous voyez une photo de tous ces tiroirs Marcoux, on parle d'une trentaine de tiroirs Marcoux, ici dans 7 réserves spécifiques. Mais sur les 1179 spécimens, si on fait un tout petit peu de statistiques, 74% des échantillons proviennent des États-Unis. Seulement 1% provient de France. C'est assez marrant avec ce que nous a dit la collègue d'Harvard, où ils ont beaucoup d'échantillons français. Là-bas, ils en ont probablement plus que nous ici. 12% des échantillons proviennent du Canada et 13% provient d'Allemagne. Alors si je vous montre quelques échantillons, alors Marcoux avait l'esthétisme en lui parce qu'il a prélevé des échantillons qui sont très, très jolis à montrer et à exposer. Vous avez ici des échantillons de la mine de cuivre de Copper Harbor, du bassin houillé en Virginie, où il a été avec Louis Agassiz. Ici, je vous ai mis 2 échantillons, un calcaire, un beau rhomboèdre de calcaire, et puis un quartzielin qui provient d'une mine d'argent, la mine Princesse. Et parmi tous ces tiroirs, ce qui est intéressant ici, si vous regardez, il y a 2 tiroirs qui n'ont pas d'étiquette blanche. Il y en a un aussi en bas à droite, et c'est des tiroirs qui n'ont pas été informatisés. Donc ils ne sortent pas sur le fichier Excel que je vous ai montré. Et dans ces tiroirs, ce qu'on retrouve, vous voyez, on retrouve essentiellement ici, je vous fais des petits zooms, ouais, c'est des fossiles de fougères. Essentiellement des fossiles de fougères ou de mailloliaciers et autres. Mais ce qui est très étrange, c'est que ce soit ici et que ça n'ait pas été informatisé. Et on s'est demandé à un moment pourquoi ces échantillons étaient ici, parce qu'on a des collections de paléontologie et de paléobotanique qui devraient être plus avec eux. Et on pense que ça a été juste le fait que, alors on a retrouvé, grâce à la bibliothèque centrale du muséum, voilà les 4 documents qu'on a à la bibliothèque centrale du muséum qui concernent Jules Marcoux. C'est une lettre et 2 portraits. Et dans la lettre, c'est très intéressant parce qu'elle est en lien direct avec le tiroir que j'ai ouvert tout à l'heure. Vous voyez, Jules Marcoux écrit « Je m'empresse de vous informer de l'expédition d'une caisse qui vous est destinée sur laquelle j'ai écrit « Botanique », renfermant une collection de plantes fossiles que j'ai recueillies
pendant mon exploration de 1849. Voici la copie de mon catalogue, spécimen de plantes fossiles, etc. Ce qui est intéressant, c'est le petit rectangle rouge qui, même s'il avait un comportement, un caractère un peu dur, on voit à la fin quand même qu'il remercie énormément, il est très respectueux du muséum. Les échantillons provenant de la Virginie auront pour vous, je l'espère, quelque intérêt. Ils sont très rares, même dans le petit nombre de collections qu'il y a aux États-Unis. Et surtout, on n'avait pas encore trouvé de spécimens aussi complets et aussi grands. Je désire beaucoup que cette collection vous soit agréable et qu'elle enrichisse les collections du muséum. C'est le double but que je me suis proposé, trop heureux, et je puis y réussir. Si je puis y réussir, pardon, même imparfaitement. Veuillez monsieur croire au profond respect et au dévouement de votre très obligé et humble serviteur. Et il écrit cette lettre à monsieur Adolphe Brongniart, qui avait la chaire de botanique au muséum à l'époque. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, je terminerai par vous montrer cette griffée qu'on a retrouvée justement dans un de ces tiroirs où il n'y avait pas d'étiquette avec Daniel, qui est la fameuse griffée des États-Unis que Jules Marcoux a envoyée ici. Donc, c'est un état des lieux parcellaire que je vous donne de la collection. On fait des découvertes au fur et à mesure qu'on va ouvrir les tiroirs Jules Marcoux. Et vous voyez tout de suite avec la slide précédente qu'il y a un lien étroit avec la collection de paléontologie et de paléobotanique. Donc ça va entraîner des futures collaborations, encore une fois, entre nos deux ensembles de collections. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Marie. Merci Pierre de jeter encore des ponts entre nos deux ensembles. Alors maintenant, faisons un point sur les collections de paléontologie. Et de la même façon que Pierre vous l'a dit, ce que je vais vous montrer, c'est un état des lieux. Un état des lieux de ce qu'on en comprend, de ce qu'on en voit, de ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est-à-dire sans doute très peu par rapport à la réalité. Donc la première chose, ça a été d'interroger la base de données. La base de données, ce qu'elle montre, ce sont les spécimens informatisés. Autant dire la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on en extrait, c'est 142 documents. Donc par document, comprenez fossiles, spécimens fossiles ou lot de fossiles. Maintenant, plongeons-nous un petit peu dans ces 142 documents. Alors, Pierre vous a un petit peu présenté les collections de géologie. Ici, vous voyez un petit peu la diversité des collections de paléontologie au muséum. Alors, on a énormément d'invertébrés fossiles, de la paléobotanique, de la micropaléontologie, des poissons, des mammifères, et ce que communément on appelle les RAOF, les reptiles, amphibiens et oiseaux fossiles. Alors quand dans cette diversité de fossiles, on replace nos 142 spécimens, eh bien 66% correspondent à des invertébrés, 34% correspondent à de la paléobotanique. Alors on peut aller encore un petit peu plus loin en chiffrant et en plaçant tout ça sur une carte géographique. C'est ce que je vous montre ici avec les petits crabes qui représentent donc les spécimens invertébrés et les arbres qui représentent les collections de paléobotanique. Donc, première chose, c'est que 54% des collections qu'on a ici en paléontologie, donc à l'inverse de ce que tu viens de nous dire, eh bien, ce sont des spécimens d'invertébrés de France. Après, on retrouve 25% de collections qui, cette fois-ci, sont intégralement des spécimens de végétaux fossiles qui viennent du Canada, puis les États-Unis à 14%, 4% de Suisse et des petites contributions de Colombie, de Bolivie et de Tunisie. Donc, on va dès maintenant éliminer ces 1% de Colombie, de Bolivie et de Tunisie, parce que quand on s'intéresse à ce à quoi ça correspond, les spécimens de Bolivie et de Colombie, ce sont en fait de nouvelles occurrences d'espèces qui ont été décrites ailleurs, avant, par Jules Marcoux. Donc ceci, on les élimine de notre discussion. De la même façon, le spécimen de Tunisie, eh bien, c'est un spécimen qui a été décrit, une espèce qui a été décrite plus tard et dédiée par un monsieur qui s'appelait Cocan à Jules Marcoux. Donc elle aussi, on l'élimine. Ce qu'on considère ici comme émergeant réellement des spécimens ramenés par Jules Marcoux en paléontologie, ce sont donc ces spécimens de France, du Canada, des États-Unis et de Suisse. Alors, on va un petit peu plonger cette fois-ci dans les collections d'abord de paléobotanique, qui sont donc intégralement des collections qui viennent d'Amérique du Nord, toutes les collections du Canada et une partie des collections des États-Unis qui ont pour première spécificité, vous verrez que ce n'est pas le cas tout le temps, qu'elles sont vraiment attribuées à une collection Marcoux.
Donc là, il n'y a pas de doute, c'est la collection de Jules Marcoux. Et les spécimens ont été donnés en 1850, et ce sera peut-être intéressant de faire le lien avec ce que vous avez en géologie. Alors, il y a deux zones principales de collecte. La première au Canada, plus particulièrement en Nouvelle-Écosse, qui représente des terrains du Paléozoïque, du Carbonifère. Et aux États-Unis, cette fois-ci, ce sont des fossiles qui proviennent de Virginie et qui datent du Trias, du tout début du Mésozoïque. Aujourd'hui, ce sont 47 spécimens, et lots de spécimens qui sont informatisés, et des dires de nos collègues paléobotanistes, et bien en fait, il y en a beaucoup plus. Donc, vraiment une toute petite partie de la partie émergée de l'iceberg. Alors ici, des photos qui sont non détourées, qui viennent droit des collections, qui m'ont été fournies par nos collègues paléobotanistes, là-bas, vous avez une étiquette aussi qui montre l'écriture de Jules Marcoux. Donc une très belle collection sur laquelle il commence à peine à travailler, et je pense que la diversité de cette collection va augmenter dans le temps. Alors maintenant, intéressons-nous aux collections d'invertébrés, et plus particulièrement d'abord aux collections d'invertébrés des États-Unis. À la différence de ce que vous avez vu tout à l'heure, ces collections déjà on retrouve ces spécimens dans plusieurs collections. La collection Marcoux, aucun doute, mais des spécimens qui ont été entre guillemets phagocytés par des collections d'autres grands invertébristes que sont Milne Edwards et D'Orbigny, qui a été évoqué tout à l'heure. Alors ces spécimens des États-Unis viennent de 4 sites principaux, le Colorado, l'Indiana, le New Jersey et New York, et ils sont intégralement paléozoïques, du Silurien, du Dévonien, du Carbonifère. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces spécimens, on retrouve les types de 4 nouvelles espèces, c'est-à-dire les spécimens qui ont permis la description de nouvelles espèces. Ces types de ces 4 nouvelles espèces ont été photographiés il y a quelques années déjà, et vous les voyez sur cette photographie. Alors on a d'abord 3 espèces de coraux, donc tout du Paléozoïque, vous voyez en haut, Zaphrantis, Favosites, Syringopora, c'est des genres qui sont très typiques du Paléozoïque. Et en bas, un crinoïde. Et là, c'est assez rigolo parce que c'est une espèce qui a été décrite, vous voyez ici, en 1924 par un monsieur qui s'appelait Collignon. Alors, c'est une espèce qui a été décrite sur le matériel de Jules Marcoux et à qui on a donné le nom de Jules Marcoux. Il s'appelle Marcoui. Alors, la question s'est posée quand je travaillais un petit peu sur ce matériel, quid du reste? Alors, quid du matériel des États-Unis? Manifestement, de ce que j'ai pu lire, beaucoup de spécimens d'invertébrés ont été remis aux États-Unis, notamment donc à Albany, mais il est très probable qu'il reste beaucoup de choses à redécouvrir ici dans les collections, parce qu'en ouvrant les tiroirs, avant de venir vous parler, eh bien, on se rend compte que, notamment dans des collections très importantes pour la paléontologie, que sont notamment la collection d'Alcide d'Orbigny, eh bien, on a beaucoup de spécimens qui viennent des sites qui ont été visités par Jules Marcoux. Alors, on va finir ce petit tour, ce petit inventaire des collections de paléontologie en s'intéressant aux invertébrés de France et de Suisse. Sur cette carte, je vous ai illustré tous les gisements auxquels correspondent ces spécimens. Alors, il y en a certains qui, à terme, doivent être supprimés de cette carte, en bleu en France, en orange en Suisse, et ici aussi. Les spécimens, vous les retrouvez dans tout un tas d'autres collections importantes. La collection d'Orbigny, la collection Lambert, la collection Petit Clair, ce sont des spécimens qui sont tous mésozoïques, jurassiques et crétacés, et qui représentent 42 espèces et pas moins de 26 nouvelles espèces. Et là, ça devient particulièrement intéressant parce que, ici, je vous montre quelques espèces qui sont particulièrement importantes pour la compréhension qu'on a de la paléontologie française. Ici, vous avez 2 espèces, d'abord en bas, un céphalopode, une ammonite du Cynémurien, du Jurassique, de Semur en Auxois, et en haut, un gastéropode d'Aigle-Pierre. Eh bien, ces spécimens, ces espèces, elles ont été décrites par Alcide d'Orbigny, qui a été un pionnier de la géologie, de la paléontologie, de la micropaléontologie, et notamment ces spécimens ont permis à Alcide d'Orbigny de décrire la paléontologie française, et d'écrire son volume extrêmement important, qui est vraiment fondateur
qui s'appelle la paléontologie française, avec ces espèces au Jurassique et des espèces au Crétacé. Vous avez un gastéropode en bas et des brachiopodes en haut. Alors, pour finir, je voudrais juste étendre ma conclusion à ce que vous a dit Pierre, en vous disant que ce qu'on vous a montré, c'est une vue qui est totalement incomplète de ces spécimens, de cette collection Marcoux ici au muséum, avec, comme vous l'avez vu, des spécimens de Jules Marcoux qui ont été phagocytés dans d'autres collections, parce que c'était la pratique à l'époque de s'envoyer des spécimens. Tiens, je te donne ça, tu me donnes ça en échange. Et bon, tout le monde n'a pas toujours noté, ça vient de Jules Marcoux. Et il y a aussi, je pense que c'est vrai beaucoup pour les invertébrés, une certaine quantité de perte d'informations. Et on peut s'interroger sur quid des autres collections, et notamment de la micropaléontologie, qui est très proche intellectuellement et dans ses stratégies et ses méthodes de collecte des invertébrés, donc avec énormément de découvertes à venir. Je vous remercie. Le premier travail, c'est de les conserver. Le deuxième, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. Et le troisième, c'est de les valoriser. Et là, on est dans la pleine période de qu'est-ce qu'il y a dedans. Et vous voyez qu'il y a plein de choses dedans. Je suis surpris de trouver plein de noms d'espèces ou de genres, puis d'espèces où il y a Marcoux dedans. Et récemment, un collègue m'a envoyé un texte où il y a une Marcouilla, c'est une ptéridophyte fossile. Il y en a énormément. Qui s'appelle Marcouilla. Marcouillana. Donc Marcoux revit à travers le nom qu'on donne à des fossiles. 22 septembre 1853. J'étais tout jeune. Au matin, je quittais la caravane accompagné de 4 membres de l'expédition. Le botaniste, l'ingénieur en chef, un météorologiste, le dessinateur, plus 3 domestiques. Nous arrivâmes au pied de cette montagne que nous avons nommée, à cause de sa forme, Pyramid Mount. Le côté nord, par où nous l'avons abordé, est entièrement à pic, et toutes les assises de la montagne s'y trouvent à découvert. On ne peut pas désirer une plus belle coupe géologique. Les 200 premiers pieds sont formés de strates de marne irisées par bandes rouges, vertes et blanches, ayant tout à fait l'aspect de la partie supérieure des carrières de Boisset, près de Salins. C'est dans l'argile bleue que j'ai trouvé le gisement de la Griffée que j'avais rencontré la veille dans le lit des ruisseaux. Associé dans la même couche avec cette Griffée, je recueille une valve d'Ostrea marchi dans un excellent état de conservation. Ces découvertes de fossiles vinrent faire cesser mon indécision sur l'âge de ce terrain. J'avais rencontré le véritable terrain jurassique dans l'Amérique du Nord. Par-dessus les marnes bleues se trouvent des assises d'un calcaire sableux de couleur jaune foncé, très dur, à cassure brillante, comme le calcaire jaune de la Roche-Pourrie, près de Salins. Alors c'est un texte de Marcoux. Moi j'aime bien l'écriture de Marcoux, où il mélange dans tous les textes qu'on peut trouver, Anne Parizeau nous en parlera tout à l'heure, à la fois de la science, de la géologie et de l'humain dans d'autres passages assez extraordinaires sur ses relations au terrain, au bivouac, aux gens qu'il rencontre. Et pour nous parler de la Roche-Pourrie, Jim, qui est venu à la Roche-Pourrie l'année dernière, il y a 2 ans, nous en a parlé un petit peu. La Roche-Pourrie, c'est une pierre au-dessus de Salins. Je ne pouvais penser qu'à toi, Gilles Fumet, géographe culturel, qui travaille sur Ploubet, qui travaille sur le paysage jurassique, et professeur à la Sorbonne. Merci Gilles de nous rejoindre, et aussi jurassien. Franc-comtois. Ah pardon, franc-comtois. Mesdames, à toi, le micro. Monsieur Taquet, merci d'être parmi nous. Je suis très honoré de parler en votre présence parce que vous avez fait découvrir Georges Cuvier, qui est un des nôtres. Voilà. Donc je vais parler un peu de ce lien entre la géologie, la science et l'art à travers cette rencontre qui a eu lieu entre Courbet et Marcoux. Voilà, donc il faut savoir qu'on est à l'époque dans le siècle de la géologie. Moi, je dis beaucoup à mes étudiants que le XVIIe siècle est le siècle de la Terre, des découvertes de la Terre. C'est pour ça qu'on met des frontières. Le XVIIIe siècle, celui de la mer. On part les grandes expéditions. Le XIXe siècle, celui du sous-sol, de la géologie, parce que c'est le siècle où on va commencer l'aventure extractiviste avec tout ce dont on a besoin pour la révolution industrielle. Donc les géologues sont les grands les chercheurs très convoités. Et puis le XXe siècle, c'est le siècle des météores que nous avons inauguré avec la Première Guerre mondiale et les avions
chasseurs. Alors, en fait, dans ce siècle de la géologie, on est en train de nommer la Terre, voilà, et on la nomme justement par sa forme. Par ses formes, et en particulier le Jura, c'est quelque chose que... Voilà, je pense que c'est là. Voilà, c'est plutôt celui-là, c'est du bas. C'est pas celui-là. Le Jura, c'est à l'époque un espace dont on va découvrir le paysage, justement parce qu'il y a des gens qui vont d'abord le nommer et qui vont surtout le décrire, le peindre, le mettre sur les supports, comme la. Donc, Courbet, c'est intéressant parce qu'il a cette formule qui je fais penser les pierres. Et Cézanne, d'ailleurs, qui a fait penser les pierres aussi, a beaucoup rendu hommage à Courbet. Alors, pour savoir un peu comment, dans quel contexte on se situe, je vais rappeler rapidement quels sont les précurseurs de la nature, cette notion-là qui va émerger vraiment à cette époque-là. Donc la Terre, on l'a reproduit dans les peintures par des paysages qui sont souvent spectaculaires. Là, vous voyez chez Turner, entre autres. Le feu, eh bien, quelques décennies avant, on a peint les premières explosions du Vésuve. Il faut essayer d'imaginer ce que ça peut être comme choc visuel, d'avoir, pour ceux qui n'ont pas accès évidemment au volcan, d'avoir cette vision du feu qui saute devant vous. Je pense par exemple à Alexandre de Humboldt, dont on a parlé tout à l'heure, qui en 1805 est à Naples en train de boire un café à peu près à cette heure-là de l'après-midi, et puis devant lui le Vésuve se réveille. Géologue, imaginez donc, voilà, ces émotions-là qu'on raconte. L'eau, bien sûr, la manière dont on va faire le lien entre l'eau et le ciel, avec les nuages, avec un certain nombre de formes qui vont fasciner les peintres, et puis même la glace. Donc, là, je pourrais parler plutôt du froid, la notion de froid qui a été donc marquée par Gaspard Friedrich. Et puis même des choses un peu plus surréalistes, on va dire, vous voyez, des paysages comme ceci, qui sont des paysages de toile de Courbet. Vous ne comprenez pas parce qu'elle est à Philadelphie, pas beaucoup, mais vous voyez, on a cette approche un peu dramatique de la Terre. Alors le calcaire, puisque finalement c'est ça qui nous intéresse, le calcaire pour Courbet, c'est évidemment la vallée de la Loue, c'est son paysage natal, c'est ces grandes barres qu'il représente très tôt. C'est évidemment la matière à laquelle se confrontent les gens qui travaillent, les paysans dans les champs, des pierres. Vous savez, quand on dit il y a des très jolis murs, des haies, c'est magnifique, mais attendez, il y a du travail derrière. Ça a été essentiellement des heures et des heures de travail. Donc je montre ce tableau parce que vous savez qu'il a été détruit lors d'un bombardement à Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a disparu, mais c'est un tableau qui montre aussi cette confrontation-là. Évidemment, le célèbre enterrement ornant, où on a, si vous voulez, même au-dessus de la foule, la pierre tombale qu'on ne voit pas devant la fosse, là, qui est ce qu'on appelle dans la région les miroirs de calcaire, jurassique précisément. Ces compositions où il y a ce va-et-vient entre les personnages, en l'occurrence ici des filles de la bourgeoisie d'Ornans, au milieu d'une pâture, et puis donc ce paysage qui est fermé en haut. Voilà, et toute une série de toiles. Courbet a énormément peint dans sa région, y compris dans ses voyages. Ceux qui connaissent la Belgique ont pu passer sur ce rocher Bayard qu'il a pu saisir en quelques heures. Et puis bien sûr, donc, tout ce qui est le mélange entre le calcaire et l'eau, donc les sources
notamment donc, les Puits Noirs, la source de la Loue. Vous avez ici une liste de... Alors... Voilà. Une liste de sources de la Loue qui sont reproduites et diffusées dans différents musées. Et cet attachement qu'il a par la poésie qu'il lui donne à cette rivière, voilà, qui rejoint un peu le côté animiste du personnage, précisément parce qu'il a beaucoup de problèmes relationnels avec notamment ses amis peintres. Bon, bien sûr, dans la géologie, on a l'allusion à la grotte et au sexe féminin, donc ça c'est quelque chose qui a été largement travaillé. Et puis on arrive effectivement à cette roche pourrie de Salins, qui est donc un paysage assez difficile à trouver depuis la route. Moi-même, allant à vélo dans la région, quand j'étais enfant, la roche pourrie, c'était vraiment c'était quelque chose qui était très compliqué à rejoindre. Alors on est là dans un autre genre de paysage que je vous présente, le contexte, vous voyez, avec Chauvroche, par exemple, le paysage de Mézières, l'année avant, et puis surtout cette incursion qu'il a faite après son retour en Franche-Comté, dont je vais reparler dans un instant, sur les falaises d'Étretat, où il a peint la mer, comme on l'a vu, mais il a peint aussi beaucoup les falaises elles-mêmes, et dans les falaises, la roche. En fait, il est un observateur très très minutieux des différents types de calcaire qui vont aider les géologues, et probablement discuter avec Marcou des différents types des tâches géologiques, très très minutieux. On peut le voir dans différentes toiles, par exemple la source bleue que vous avez à gauche et la photo que vous avez à droite aujourd'hui de la même source montre qu'il y a une manière de saisir la réalité qui a été probablement, qui a sans doute beaucoup fasciné Marcou, parce que le géologue, c'est d'abord quelqu'un qui voit quelque chose et qui sait voir dans le moindre détail, évidemment, ce qu'il faut pour interpréter l'âge d'une couche. Vous voyez, vous avez grandi ces rochers près de la source de la Loue, qu'on voit à Munich aujourd'hui. On est là vraiment dans un détail extrêmement fort. Et puis, donc, à la fin de sa vie, quand il est sur le bord du Léman, il reprend les grands paysages. Et c'est le moment de dire qu'il fait penser beaucoup à Cézanne. Ce sont les deux grands peintres du calcaire, et lequel, justement, disait que la Sainte-Victoire était en quelque sorte comme la source de la Loue de Courbet, et qu'on y allait pour revoir un peu comment l'émotion, à différents moments de l'année, de la journée, exactement comme Monet devant les cathédrales de Rouen, arrive à retravailler en quelque sorte le lien qu'il y a entre le peintre et son objet. Voilà, et le calcaire comme un sujet, très rapidement, c'est d'abord ce monde jurassique, dont Marcou et Courbet étaient très fiers, qui avait été cette période chaude au cours de laquelle on a donc la division d'Apogée et surtout un climat qui se réchauffe et qui va donner énormément de fossiles et qui vont permettre donc à Apulier, dont a si bien parlé M. Taquet, d'être évidemment le génie qu'il a été en paléontologie. Alors, c'est également, on a évoqué le début des cartes géologiques, c'est-à-dire arriver à ordonner sur un plan quelque chose qui ne l'est pas forcément. Voilà. Et également, une première vision du Jura qui est celle d'une chaîne qui est en liaison avec la surrection alpine, et surtout cette forme d'arc qui va permettre de comprendre là où il y a des cassures, par exemple, pour ceux qui connaissent la région
vers Pontarlier, très nettement, hein, et justement, depuis Pontarlier, avec la perte du Doubs, la naissance de la source de la Loue. Donc, vous voyez tous ces événements-là qui apparaissent à cette époque-là et qui vont donc, à partir de cet espace qui est nommé par Brongniart jurassique, eh bien, définir des formes de relief que tous les étudiants qui en sciences de la vie et de la terre ont travaillé sur des formes qu'on a nommées en hommage à la Serbie, où on a beaucoup cartographié ces formes. Karst. Voilà. Ma grand-mère disait Karst, pour le Scrabble, c'est très important parce qu'il y a un K. Voilà. Alors, c'est évidemment source de paysages avec ces cirques ou ce qu'on appelle dans la région des reculés. Voilà. Et parmi ces paysages, effectivement, durant l'année 1864, parce que Courbet revient à Ornans pendant 1 an et demi à peu près, il va beaucoup voir son copain Max Pichon. Et donc, il rencontre à ce moment-là Jules Marcoux. C'était des compagnons de Biture, hein, on va dire aujourd'hui, mais aussi des gens qui parlaient très sérieusement de leur science, de leur savoir, et en particulier, donc, grâce à la fracture qu'il y a, les chevauchements qu'il y a à Saint-Lay-les-Bains, donc, effectivement, ce spectacle qui est donc ce spectacle de La Roche-Pourrie. Alors, qui a été très bien travaillé par Marcoux, qui avait fait un travail formidable de recension du Jura géologique. Il connaissait extrêmement bien. Bon, on a parlé de ce qu'il a fait en géologie, en cartographie de géologie. Hein. Je vais surtout donc revenir sur cette toile, hein, simplement pour aujourd'hui montrer que, en fait, dans cette roche calcaire qui est généralement quelque chose d'assez massif, vous avez ici un élément dynamique qui manifeste en fait le fait que cette table de calcaire très rigide, en fait, elle se casse. Hein, et ensuite l'érosion fait son travail. Hein, elle se casse et il se trouve là, donc on a une faille avec des blocs qui permettent d'âges différents, hein, qui sont déjà marqués à l'époque de Marcoux, hein, qui vont permettre de travailler sur la bascule. Alors, ce qu'on a même trouvé récemment, c'est que donc, dans les travaux qu'on mène sur les interactions entre le sol et l'atmosphère, donc on a une couche maintenant qu'on appelle la zone critique. Donc un de nos collègues géochimistes qui est franc-comtois lui aussi et qui ne travaille pas très loin de la région du muséum travaille actuellement sur la manière dont est peinte la dernière couche et qu'est-ce que représente en quelque sorte ce lien entre la roche et l'atmosphère. Voilà, donc ici on a un travail extrêmement fin de stratigraphie picturale. Dans le détail, on a des grosses masses, mais qui sont habillées par la végétation et qui donnent effectivement un ensemble particulièrement vivant. Hein, pour du calcaire, c'est quand même une masse de calcaire, c'est quand même vivant. Puis, comme on l'a montré tout à l'heure, évidemment, l'hommage à Marcoux, qui est donc ce personnage qui donne une forme de mise en abîme dans le tableau et qui va permettre en quelque sorte de sortir du tableau tout en étant dedans, et qui fixe l'homme devant cette nature, hein, qui donne l'échelle. Ça, c'est très important. Les géologues savent très bien faire des photos avec leur instrument pour montrer la différence d'échelle. Eh bien là, on l'a ici. Voilà, et à partir de là, le peintre Courbet va passer progressivement des formes aériennes à ces formes subaquatiques.
Donc vous en avez comme ça un certain nombre à cette époque-là. Le lien qui sera fait avec les impressionnistes. Et beaucoup d'impressionnistes viendront voir, chercheront la roche pourrie. On a des textes là-dessus. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc l'exploration que l'on fait, évidemment physiquement, par la grimpette, et puis même à l'intérieur, par la géologie. Donc c'est la raison pour laquelle je termine en leur disant merci à tous les deux. Parce qu'évidemment, on est qu'au début de nos recherches là-dessus, mais il y a eu vraiment entre eux, en très peu de temps, parce qu'ils se sont rencontrés, surtout l'été 1864, quelque chose qui a donné quand même une des plus belles toiles de la géologie française.